on a un participant qui s'interroge sur comment il dirait, quel mot il emploierait pour dire ce que la coopération décrit, et il le dit d'une manière très simple et que moi je trouve très très belle. C'est on grandit des autres. Pour nous, coopération rime avec épanouissement. Ça rime avec se grandir. Et ce qui émane des collectifs fortement coopératifs qu'on a pu voir, c'est du coup leur épanouissement, et ça va avec des émotions comme la joie, par exemple. La joie est très forte dans les environnements grandement coopératifs. Et c'est étonnant quand je repense. Dans cette marche, on a rencontré plein de gens, plus de 1000 personnes. Et on les a rencontrés de manière brève, puisqu'on a passé un jour et demi avec chacun de ces collectifs. Et c'est étonnant de voir des gens qu'on a rencontrés il y a 4 ans pour une journée et demie et que l'on voit là. C'est incroyable de voir le sentiment euh, de connexion que l'on a, la joie, le bonheur que l'on a de se retrouver, comme si on était, je sais pas, unis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Ce mois-ci, j'ai l'immense joie de recevoir Anne et Patrick Beauvillard, les fondateurs de l'Institut des territoires coopératifs, organisme qui mène des actions recherche sur les processus coopératifs et qui propose des formations sur cette même thématique. C'est Françoise Coty, mon invité du 3e épisode, qui le premier m'a parlé d'Anne et Patrick. À l'époque, j'avais été rapidement voir leur site internet, mais je n'avais pas assez cheminé moi-même sur la thématique de la coopération pour avoir l'élan de m'y intéresser plus longuement et de les inviter. Les mois passant, je me retrouve avec leur livret sur la maturité coopérative entre mes mains en début d'année 2023. Dans la foulée, je regarde le documentaire Entre les plis, consacré à leur action recherche qu'ils ont entrepris en marchant à la rencontre de collectifs qui coopèrent. Et là, je me dis qu'il est temps que je les contacte pour les inviter au micro d'Esprit de coopération. Je suis donc très heureuse de partager avec vous nos échanges, un moment suspendu, je crois, à une jolie coopération. Bonne écoute. Alors, bienvenue Anne et Patrick. Je suis ravie de vous accueillir au micro et dans le podcast d'Esprit de coopération. Bonjour Claire. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien déjà, que vous êtes en pleine forme et prêt à échanger avec moi sur le sujet de la coopération. Avant de démarrer, et avant que vous vous présentiez, j'ai envie de démarrer, de vous proposer une petite connexion au temps, à l'endroit où vous êtes, et, parce on est à distance, donc pour qu'on puisse se connecter dans nos différents lieux où on est. J'ai envie que vous me racontiez, si vous avez envie, de me dire ce que vous entendez autour de vous. Quels sont les 2, 3 sons voilà, que vous entendez là d'où vous êtes. Moi, j'entends les ouvriers d'un chantier. Alors, on est dans un appartement, dans une rue peu passante de Paris, et l'immeuble d'à côté est en train d'être ravalé. Ouais. Et on n'entend pas encore les Kärcher, les trucs comme ça, mais on entend quand même les pas assez lointains des ouvriers sur l'échafaudage. Moi, j'entends Oui, ça. oui, Ouais. oui. J'allais dire exactement la même chose. Forcément, on est au même endroit, donc c'est un bruit qui est assez prégnant actuellement dans notre vie, sans être intrusif outre mesure. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors moi, j'entends aussi, mais ça, c'est ici, c'est ailleurs, des petits sifflements dans mes oreilles. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. On appelle ça des acouphènes. Et qu'est-ce que j'entends d'autre? J'entends également la machine à laver le linge qui tourne. Voilà. C'est donc, finalement, quand je le dis, je me rends compte à quel point c'est ça la vie. C'est toutes ces petites choses qui ont besoin d'exister, de se faire. Et voilà. C'est ça, c'est ce que j'appelle le ronronnement d'une maison. C'est ça, exactement. Exactement.
Et moi, je vais vous partager ce que j'entends. Bah, j'ai mon chat qui est pas très loin, que j'entends ronronner, qui aime être avec moi quand je suis dans mon bureau, donc il est pas loin. Et puis alors, je les entends plus parce que j'ai fermé la fenêtre, mais j'ai la chance d'habiter à la campagne. Et donc, on est dans la période de nidification des oiseaux. Et donc, ça grouille de chants d'oiseaux de toutes sortes. C'est très, très agréable. Et de bourdonnements d'insectes en tout genre aussi, parce qu'il y a beaucoup de fleurs en ce moment. Et donc, on sent la vie aussi. Alors, c'est pas la vie de la maison, c'est pas le ronronnement de la maison, mais c'est le ronronnement de la nature qui se réveille. Et c'est assez, finalement, on aperçoit que on a l'impression que c'est assez calme, mais en fait, il se passe plein de choses, donc c'est réjouissant. Merci pour cette connexion, pour que je me sente aussi un peu chez vous et puis que vous un peu chez moi. Voilà. Je voulais vous proposer de vous présenter. Et depuis quelques épisodes, j'aime bien parce que je trouve ça chouette de faire une présentation croisée. Donc, vous vous connaissez bien puisque vous êtes un couple, mais Anne, est-ce que tu présenterais Patrick? Et Patrick, est-ce que tu serais d'accord pour présenter Anne? Euh, Qu'est-ce qui commence à présenter l'autre? En tout cas, là, tu nous prends au dépourvu, donc Oui. c'est bien, ça n'a pas été préparé, et ça, c'est une très Moi, je bonne veux bien me chose, on apprécie. présenter. Hein. Eh ben, écoute, vas-y. Hein. Je vais présenter mon amoureuse alors. Euh, donc Anne, avant de parler, on va parler coopération aujourd'hui, mais avant ça, dans la vie, c'est ma compagne, mon épouse. Elle est maman, elle est grand-maman, et c'est quelqu'un qui euh, qui est aujourd'hui dans une phase de sa vie très apaisée, très calme, très tranquille, et en même temps, c'est quelqu'un très tenace, très. Je cherche le mot, il vient pas. J'avais un autre mot que tenace qui me plaisait. Euh, Quand elle fait ce qu'elle a besoin de faire et elle est capable d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher et toujours avec ce mélange de une sorte de fermeté dans l'intention et dans la capacité à faire ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle pense être juste de faire, et en même temps une manière de le faire qui est toujours assez souple, tranquille et douce et finalement assez agréable à contempler quand on est à ses côtés. Voilà. Donc ça c'est petite présentation. Sinon, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies professionnelles. Une première vie parce qu'il faut travailler, donc d'entrepreneur, et puis en se tournant dans une deuxième partie de vie vers l'accompagnement de personnes. Et pour ça, en reprenant beaucoup d'études avec pas mal de courage. D'ailleurs, c'est pas évident de repartir à l'école quand on est adulte. Et puis une troisième vie professionnelle que là, on a commencé à partager ensemble. On était déjà un couple, mais pour travailler de l'accompagnement de projets collectifs et puis petit à petit évoluer vers ce travail aujourd'hui de recherche, d'action, recherche, de repérage, d'expérimentation que l'on mène depuis pas mal d'années maintenant sur la question de la coopération. Voilà. Et quand je la regarde, je me dis j'aurais plein d'autres choses à dire, mais bon. C'est difficile de prendre la suite parce que, en fait, je continue là d'être habitée par ce que je viens d'entendre. Alors, qu'est-ce que moi je dirais de Patrick? Donc, Patrick, c'est mon compagnon depuis plus de 30 ans. C'est quelqu'un euh, qui est partant, en fait. C'est le mot qui me vient, c'est celui-là. Et il est partant d'une manière assez particulière, puisque il va faire un pas en arrière et 10 pas en avant. Et ça, c'est vraiment une caractéristique. Alors, moi, j'aime beaucoup. Parce que finalement, son petit pas en arrière modère, mais pas en avant. Et ensuite, on va continuer ensemble. Et en fait, rien ne l'arrête. Et du coup, rien ne nous arrête.
Voilà. Pour moi, ça, c'est le point sans doute le plus fort. Et du coup, la vie est extrêmement agréable. Alors, c'est un pianiste, donc ça, c'est important. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça me fait vivre des moments extraordinaires. Alors, lui dirait sans doute qu'il joue pas très bien, mais tout l'entourage, tous les habitants de l'immeuble s'accordent à dire qu'il joue vraiment très très bien. Donc voilà, la musique a une place extrêmement importante dans sa vie. Et du coup, je la partage à travers le piano. Et quand il joue du piano, voilà. Et il en joue souvent et beaucoup. Qu'est-ce que je dirais de plus? Que c'est également, au-delà d'être mon compagnon, c'est également un père, un grand-père. Et que arrivé à ce stade de notre vie, c'est peut-être là que la coopération qu'on a travaillée, avant de la travailler avec les autres, on a déjà travaillé en nous-mêmes et entre nous. Elle s'épanouit à travers aussi notre famille, qui est très nombreuse. Et là aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que il a jamais fui devant le nombre d'enfants, puisque nous en avons 5. Voilà, ce qui n'est pas forcément simple. Alors, dans sa vie professionnelle, c'est sans doute la complémentarité que l'on s'apporte, c'est-à-dire qu'il est avant tout scientifique, très, très analytique, très organisé. Et toute sa première partie de carrière est dans la microélectronique. Il a ensuite évolué vers plus quelque chose qui est de l'ordre du service, et donc avec une approche de la relation humaine sous un autre angle que les aspects scientifiques. Et là, ça a apporté une complémentarité vraiment très, très riche. Et c'est à cet endroit-là, finalement, qu'on s'est rencontrés pour la partie travail, puisqu'on était rencontrés bien avant, et que cette complémentarité est devenue fructueuse, puisqu'il a... moi, j'apprécie énormément sa capacité de synthèse, sa capacité à conceptualiser, et qui est la force qu'il apporte dans notre binôme. Et voilà, et je me réjouis des années qui nous restent à passer ensemble. Merci beaucoup pour cette présentation croisée. Justement, vous avez tout de suite parlé de coopération en couple. Et comment ça s'exprime en fait avant qu'on parle de collectif et des recherches que vous avez pu faire, des accompagnements que vous avez pu réaliser, comment la coopération s'exprime dans votre couple? Comment elle se matérialise? Alors, moi je dirais qu'elle se matérialise par quelque chose qu'on a vraiment appris à développer, hein. C'est un chemin, et c'est que nous sommes des personnes à part entière, interdépendantes, mais autonomes en fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire qu'on existe pour nous-mêmes, et que du coup, la coopération, pour moi, elle s'exprime dans tout ce que l'on produit, tout ce que l'on fait, émane de nous deux, mais quelque chose de bien plus puissant que si ça émanait uniquement de l'un ou de l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose plus les années passent et plus on voit à quel point on se développe à travers l'un l'autre, et ce qu'on produit est décuplé en quelque sorte. Oui, c'est un peu la même idée qui me traversait quand tu posais la question, Claire. C'est que c'est assez drôle d'ailleurs parce que j'étais en train de penser, je commençais par penser ce que la coopération n'est pas en réfléchissant à notre couple, et je me disais, la coopération n'est pas un mode d'organisation, une manière de faire, une manière de se partager
les rôles ou les machins, une sorte de compromis entre toi et moi. Voilà. Ça n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça en fait. La coopération, c'est ce qui nous permet de faire que euh, notre couple est plus grand, je pense, que la somme de ce que nous sommes chacun. Oui. Et c'est ce que tu viens de dire d'une autre manière. Euh, et pour moi, c'est très, très, très clair que nous n'aurions ni l'un ni l'autre fait ce que nous avons fait ensemble. Nous n'aurions pas pu le faire. Nous n'aurions pas su le faire. Et donc, c'est bien, et même si on sort de l'univers du travail et dans notre vie quotidienne, la manière dont on habite une maison, la manière dont on vit la relation avec ses enfants, etc. euh, on n'est pas dans un partage des tâches, on est vraiment, je pense, dans une co-construction d'un ensemble qui devient oui, où le tout est plus grand que la somme des parties, quoi, pour reprendre quelque chose dont on va sans doute reparler à nouveau en parlant de coopération. J'aime bien poser une question et je trouve elle est pertinente à ce moment-là à mes invités. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous traverse quand vous êtes témoin justement de cette coopération et de cette somme des parties qui est plus grande que voilà, la somme des individus? Quel est le sentiment ou les émotions qui vous traversent quand vous êtes témoin de ça? Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'énergie. En fait, c'est incroyable comment c'est énergisant, en fait. Et dans notre vie, que ce soit quand on est en action de travail, en interaction avec d'autres même, que ce soit quand on travaille ensemble à la maison, ou qu'on soit dans notre vie en règle générale, moi je sens très nettement que continuer de cultiver ça me donne une énergie absolument incroyable. Et je sens très nettement en creux des moments où on peut être en désaccord. Et si on bascule sur l'aspect bah non, mais je tiens à mon truc, alors l'énergie s'en va. Et en fait, bon, parce que c'est quelque chose aussi qui, je pense, fait partie vraiment de nous, eh bien, c'est très facile de se dire, mais non, mais le désaccord est normal. Et donc, ça redonne automatiquement de l'énergie. Donc, ce mot énergie, c'est quelque chose qui me traverse complètement et auquel je tiens, parce que quand on y a goûté, en fait, on peut plus s'en passer. De cette belle énergie, en fait. C'est marrant que tu dises énergie parce que moi je pensais à un autre endroit et qui peut sembler contradictoire mais qui l'est pas du tout. Je pensais tranquillité. Oui. Et on pourrait se dire, bon, ça montre bien que énergie, c'est pas apathie, quoi, tu vois. Ah non, tranquillité, c'est pas apathie. non. Moi, ce que ça évoque pour moi, quand la coopération est aboutie, c'est une sorte de paix intérieure qui vient de la confiance, qui vient du fait de la confiance dans le fait que nous serons plus grands ensemble. Et cette confiance-là, elle apporte pour moi beaucoup de tranquillité. Et si je compare à des environnements qui ne sont pas coopératifs, ce sont des environnements où moi je suis pas tranquille et où moi je suis en lutte contre, parce qu'en fait j'ai pas confiance, ou j'ai peur de quelque chose, etc. Et donc je suis en tension. Et quand la coopération se matérialise, s'exprime, se vit tranquillement, et ben cette tension-là, elle disparaît. On n'est plus dans la lutte et du coup, c'est un sentiment d'apaisement. Et si on fait paix plus énergie, ben, ça donne force. Hein. Ça donne capacité à faire des choses incroyables. Oui, c'est sans doute ce que vous avez peut-être découvert. Donc, vous avez fait pour contextualiser les choses pour ceux qui nous écoutent, vous avez ces dernières années entrepris une marche recherche dans les territoires un peu partout en France pour justement aller peut-être
comprendre comment se manifeste la coopération dans les territoires. Et c'est ce que vous avez trouvé, cette force-là, dans les territoires, dans les collectifs que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que cette marche recherche vous a montré ou vous a donné à voir? Ah bah, elle nous a donné à voir que la coopération est exigeante, mais ça on le savait déjà. Elle nous a permis de faire un travail pour repérer comment on peut construire cette coopération. C'est pas la chance. Hein. La chance a rien à voir avec ça. On peut, ça se construit. Mais elle nous a, si on regarde les résultats, elle nous a donné à voir un truc. Pour nous, coopération rime avec épanouissement. Ça rime avec se grandir. Et ce qui émane des collectifs fortement coopératifs qu'on a pu voir, c'est du coup leur épanouissement, et ça va avec des émotions comme la joie, par exemple. La joie est très forte dans les environnements grandement coopératifs. Et c'est étonnant quand je repense. Dans cette marche, on a rencontré plein de gens, plus de 1000 personnes. Et on les a rencontrés de manière brève, puisqu'on a passé 1 jour et demi avec chacun de ces collectifs. Et c'est étonnant de voir des gens qu'on a rencontrés il y a 4 ans pour 1 journée et demie et que l'on voit là. C'est incroyable de voir le sentiment de connexion que l'on a, la joie, le bonheur que l'on a de se retrouver, comme si on était, je sais pas, unis. Et donc cette joie, cet épanouissement des personnes, ça c'est quelque chose qui moi me marque beaucoup. C'est pour ça que je pense vraiment que la coopération est un moyen, procure une émancipation des individus. Oui. Alors en t'écoutant, je me dis peut-être qu'il faut aussi faire le contrepoint de ça, parce que pour éviter de penser que la coopération c'est une forme de comment on pourrait dire, j'ai pas trop envie d'employer ce terme que tout le monde emploie, qui est bisounours, c'est ça? Bon, mais j'en ai pas d'autres. Alors voilà, vous avez ce côté un peu angélique. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Parce que tout ce que vient de dire Patrick est vraiment juste et on a beaucoup d'exemples. Et ces collectifs, on ne peut que les en remercier. Ces collectifs ou ces morceaux de collectifs, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde dans un collectif coopère, mais merci à eux parce qu'ils nous ont enseigné, en fait, et avec beaucoup de générosité, donné ce matériau qui a permis de faire notre action, marche, recherche, enfin, tel que tu le positionnais. Mais on a pu voir aussi qu'il y avait souvent beaucoup de confusion sur le terme de coopération et que l'épanouissement dont parle Patrick, on a pu le mesurer à l'aune de l'épuisement de certains collectifs qui pensent être en coopération et qui en fait sont en lutte ou enfin tout un tas de registres possibles. Mais la coopération ne va pas de soi. Le processus coopératif le plus abouti se produit dans des environnements qui ont conscientisé leur propre processus coopératif. Pas quelque chose qui se fait tout seul. Oui, complètement. Voilà. C'était pour amener ce côté. C'est quelque chose qui se met au travail, qui se décide, qui est extrêmement épanouissant, exigeant. Mais la relation humaine mérite cette exigence et le fait d'en prendre soin. Parce qu'en fait, la coopération, c'est prendre soin de la relation. Oui, c'est vraiment moi ce que depuis que j'explore ce sujet, c'est vraiment le noyau dur de la coopération, c'est le lien en fait. C'est vraiment le cœur de la question. Exactement. Et la qualité du lien. Oui, et le prendre soin parce que
J'aime bien aussi, dans tout ce que j'ai pu entendre, dans tout ce que j'ai pu découvrir sur la coopération, la nécessité de prendre soin du lien, mais dans le lien, la nécessité pour que le lien soit de qualité, la nécessité de prendre soin de chacun, de soi, et d'être en capacité de prendre soin de l'autre aussi. C'est un espèce de trio, il y a toutes les parties prenantes, puis le lien. Oui, donc en fait, tu pointes quelque chose qui est essentiel, c'est qu'au cœur de la coopération, il y a le rapport à l'altérité. Complètement. Et donc la place que je donne à l'autre est fondamentale, en fait, dans cet échange. Et la place que je me donne à moi aussi. Oui, On je suis un l'oublie. autre. Ouais, Voilà. oui, tout à fait. Et si on n'est pas capable d'avoir un regard sur soi, d'avoir un regard intérieur sur soi, il est compliqué de rentrer en coopération parce qu'il y a un moment où le déséquilibre mettra tout ça en péril. Oui, oui. Justement, bah, on commence à aborder presque des clés de définition de la coopération, mais vous, comment vous la définissez, la coopération, pour justement faire la différence avec d'autres choses qui ne sont pas de la coopération? Alors, bah, je vais commencer sur la définition, mais je pense que tu la compléteras certainement. Donc nous, on a souhaité revenir à l'étymologie du terme parce que dans toutes les définitions qu'on voyait de la coopération, ça nous semblait un peu court et pas vraiment juste par rapport à ce que l'on rencontrait sur le terrain. Et donc, c'est un bon moyen de revenir à une vraie définition, c'est de revenir à l'étymologie du mot. Et donc, si on prend coopération, c'est co, ensemble, avec. Opéra, c'est l'œuvre, c'est le pluriel d'opus. Et donc, c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Et c'était important pour nous parce qu'il y a souvent une confusion déjà avec le terme de collaborer. Et d'ailleurs, c'est très drôle, il y a plein de personnes, on parle avec eux, ils parlent de coopération, et très vite, ils vont continuer en parlant de collaboration, sans avoir même perçu qu'ils avaient basculé sur ce terme de collaboration. Or, collaboration étymologiquement, c'est également co-labeur, donc c'est un partage du travail, c'est une répartition de tâches qui a son utilité et sa fonction, bien sûr, mais qui n'est pas coopération. La coopération, être co-auteur d'une œuvre commune, va au-delà même d'un but commun ou d'une vision commune. Donc, il y a une dimension importante, puis l'œuvre nous permet de nous déployer, de nous grandir, collabore, partage du travail, on est plié à. Donc là encore, pour nous, ça a été vraiment important de faire ce travail. Et si on en recite 2-3, on pourrait dire que le mot mutualisation aussi est souvent utilisé pour coopération, mais mutualiser, on mutualise des moyens. C'est important aussi. Mais c'est pas parce qu'on mutualise des moyens qu'on coopère. Par contre, on peut être en coopération et mutualiser des moyens. Donc c'est vraiment. Et le dernier que j'ai envie de citer, qui est souvent aussi aujourd'hui pris dans un sens qu'on voudrait coopération, mais qui n'est pas coopération, c'est faire alliance. Parce que l'alliance, étymologiquement et au cœur même historiquement, qui est le mariage en fait, l'alliance, c'est au cœur, on retrouve souvent la défense d'intérêts. Et donc on se met ensemble pour défendre des intérêts, ce qui n'est absolument pas, et donc souvent contre quelque chose. Donc ça fonctionne aussi, de faire alliance. C'est comme le partenariat, qui est souvent un document qu'on a signé ensemble, mais tout ça ne sera pas coopération. Tu ajouterais quelque chose? Je ne sais pas si c'est ajouté, mais Compléter. du coup, derrière cette définition co-auteur d'une œuvre commune, pour nous, il y a 3 éléments qui sont implicites dans ce que Anne a dit, mais qu'on aime bien clarifier parce que rien qu'avec cette définition, on a déjà un bel outil pour se dire sommes-nous en coopération? C'est-à-dire sommes-nous vraiment co-auteurs? On parle souvent des acteurs, des parties prenantes. Moi, je connais plein d'environnements où il y a des parties prenantes qui prennent rien. Elles sont pas prenantes. Donc,
est-ce qu'on parle d'être acteur d'un truc que d'autres ont décidé ou on en demande de faire, ou est-ce qu'on est co-auteur? C'est-à-dire que dans le résultat, je vois mon empreinte digitale, mais pas que la mienne, je vois la tienne, celle de Anne, je vois même l'empreinte digitale de ceux qui nous écoutent finalement, parce qu'ils sont présents, puisqu'on pense à eux en disant ce qu'on est en train de dire. Donc, et être co-auteur, c'est pas évident. Tous ceux qui ont tenté l'expérience d'écrire à plusieurs le savent, il n'y a qu'un seul stylo. Donc, à un moment, être co-auteur, ça veut dire que je laisse à l'autre le stylo, euh, que je prends le stylo, mais en pensant aussi que c'est l'idée de l'autre que je dois. Et on n'est pas dans la répartition du travail quand on est co-auteur. Co-auteur d'un document, ça ne veut pas dire que tu vas faire la première partie, je vais faire la deuxième, ou bien ça ne veut pas dire que tu vas écrire le brouillon et je vais faire la relecture. Là, on est dans la collaboration, le partage du travail. Ouais. Co-auteur, ça veut dire que le document qu'on va écrire ensemble sera nécessairement différent de ce que j'aurais écrit moi. Ouais. Et c'est son exigence et c'est aussi sa beauté. Donc, est-ce qu'on est co-auteur ou est-ce qu'on est juste des acteurs d'un projet commun? Ça, c'est une première clé. La deuxième, Anne en a parlé, c'est la distinction, et là, il y a beaucoup d'écrits philosophiques autour de cette question, passer d'une civilisation du travail à une civilisation de l'œuvre. Hein. Vivray joue beaucoup avec les mots, Patrick Vivray, avec lesquels on a souvent des échanges. L'emploi, c'est être plié à. L'œuvre, c'est au contraire quelque chose qui nous déploie. Pensons à un compagnon qui fait son tour de France et qui, au bout de son travail, au bout d'années et d'années de rencontres, de perfection, etc., va réaliser son chef-d'œuvre. Et en réalisant cela, il se grandit lui-même. Donc, c'est vraiment cette question-là de l'œuvre. Et on rejoint là encore la notion de est-ce que le tout est plus grand que la somme des parties? Ou est-ce qu'on a juste découpé le gâteau? Ou est-ce qu'on a construit quelque chose ensemble qui n'aurait pas pu exister si nous n'étions pas ensemble? Et puis, il y a une troisième idée derrière cette question, cette définition, co-auteur d'une œuvre commune, qui est importante parce qu'elle vient donner un petit coup de pied dans pas mal de méthodos où, en voulant bien faire, on se tire une balle dans le pied dès le départ. C'est l'œuvre qui est commune. C'est-à-dire, c'est le résultat de ce que l'on va construire ensemble. Mais c'est pas forcément nos objectifs qui sont communs. Et bien souvent, on part en se disant, il faut commencer par définir nos objectifs communs. Ah oui, mais alors, et honnêtement, si on commence à ne faire que des choses sur lesquelles on a des objectifs partagés, on va pas faire grand-chose. Parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les projets coopératifs, les raisons d'en être de chacun sont très différentes, très profondes et très intimes. Et donc très uniques. On voit des gens qui participent à, je sais pas, un projet de tiers-lieu parce que certains parce qu'il a besoin d'un espace d'un lien internet, d'autres parce qu'il a besoin d'un sas entre la maison, le boulot, etc. D'autres uniquement parce qu'ils y trouvent du lien, d'autres, etc., etc. Et ce qui va faire la beauté du lieu, c'est d'être capable de faire vivre ces aspirations multiples. Et donc, c'est l'œuvre qui est commune, c'est pas les objectifs. Or bien, donc plutôt que de chercher des objectifs partagés dans les projets coopératifs, on aime bien dire commençons déjà par partager nos objectifs, c'est-à-dire nos aspirations individuelles, uniques, singulières de chacun. Et le projet, il va devenir intéressant. L'œuvre, elle va devenir vraiment une œuvre si elle permet de nourrir cette diversité-là. Donc, ouais. J'avais juste envie d'ajouter du coup qu'il y a une autre chose que l'on fait souvent, c'est de dire on va partager donc l'objectif commun et nos valeurs communes. Or, la coopération n'a rien à voir avec des valeurs partagées. C'est-à-dire qu'on confond souvent coopération et sympathie. On peut être en sympathie et se dire bon bah c'est bien, on coopère parce qu'on a tous des valeurs communes, mais on n'a pas besoin d'être en sympathie pour être en coopération. Sinon, ça voudrait dire qu'on met des conditions, en fait. Je peux t'accepter dans ma coopération, en quelque sorte, si tu réponds à un certain nombre de critères. Donc, si tu n'es pas ça, ça ou ça ne fonctionnera pas. Et donc, on passe beaucoup de temps, effectivement, sur cette recherche de vision commune, de valeurs communes, en se disant, on a notre socle et on peut s'appuyer dessus. Alors que la coopération, c'est un processus vivant et dynamique
qui va s'entretenir, se nourrir, naître, se construire, se pérenniser uniquement par la manière dont on entre en relation avec l'autre et réciproquement, avec au cœur l'idée que l'autre a quelque chose à m'apprendre. Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, puisque c'est l'art de vivre dans les désaccords, pas de les éliminer, de vivre avec les désaccords qui ne manquent pas d'exister dans nos vies, bien évidemment. D'ailleurs, si on était tous d'accord ou si on avait tous des valeurs communes et que c'est que avec ces gens-là qu'on ferait de la coopération, alors le tout ne serait jamais supérieur à la somme des parties. Exactement. Donc, cet art de vivre dans le désaccord, c'est un ouvrage de Richard Sennett qui pose la coopération de cette manière. C'est totalement cohérent avec ce dont on parle quand on parle d'œuvre. Et puis, il y avait du coup une autre idée que j'avais, mais elle s'est évadée. Elle reviendra. Moi, j'ai envie de rebondir sur le terme déployer, grandir et l'apprentissage. Je mets tout ça dans le même nuage, dans la même sphère. Dans la coopération et dans ce que vous en dites, j'entends aussi dans la coopération, chacun apprend quelque chose à l'autre et c'est un enrichissement personnel, mais multiple, c'est-à-dire que chacun il sort grandi, et il apprend des choses, ce qui n'existe peut-être pas non plus dans la collaboration ou dans l'alliance ou dans tout ce que tu as pu citer, Anne. Ah ben, c'est clair que la notion d'œuvre et la notion d'épanouissement, de grandir, elle est une spécificité de la coopération. Elle n'est pas nécessairement présente dans les autres modes de faire ensemble. Euh, dans le film Entre les plis qui met à l'écran quelques-unes des rencontres qu'on a pu avoir. On a un participant qui s'interroge sur comment il dirait quel mot il emploierait pour dire ce que la coopération décrit, et il le dit d'une manière très simple et que moi je trouve très très belle, c'est on grandit des autres. Et je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, Éloi Laurent a fait un ouvrage intéressant qui s'appelle L'impasse collaborative pour une véritable économie de la coopération, et il montre, et c'est très en lien, très, très, très cohérent avec nos travaux, il montre que dans la coopération, nous devenons pédagogues les uns pour les autres. Et donc cette vertu-là de apprendre de la diversité, elle est absolument et de l'altérité. Oui. Et au contraire, ne pas la gommer, mais en faire quelque chose de cette différence, elle est tout à fait centrale. Et du coup, ça m'amène à me dire que c'est intéressant à cet endroit-là de poser une distinction aussi, parce que la coopération, elle se passe entre personnes, au-delà des rôles, des responsabilités qui existent, bien entendu, mais c'est entre personnes que ça va se jouer. Alors que si on reste sur la répartition des tâches, la collaboration, les partenariats, etc., il y a un filigrane permanent, une expertise, une hiérarchie, il y a quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que dans la collaboration, on ne pourrait pas développer la coopération. On peut, si on mesure à quel point, au-delà de notre hiérarchie, nous restons des personnes, et à cet endroit-là, la coopération va venir enrichir finalement notre collaboration. Je ne sais pas si c'est clair là ce que je suis en train d'exprimer. Et je crois que c'est vraiment important. En tout cas, c'est l'occasion là qu'on a depuis le début de nos échanges de poser ça, hein, que c'est vraiment entre les personnes et que c'est ce qui fait que c'est un élément émancipateur en fait des individus. J'ai quelque chose qui me vient là quand je vous écoute. On parlait de différence, d'altérité. Et j'entends, parce qu'en plus, évidemment, j'ai lu quelques-uns notamment le petit livret que vous avez édité sur la maturité coopérative.
Et j'ai envie d'introduire là le terme de complexité, en fait. La coopération est une expression de la complexité de la société. Et voilà, et j'ai bien envie de vous entendre parler sur ce terme-là, justement, parce que euh, effectivement, au début, vous présentiez la coopération comme quelque chose de très réjouissant, énergisant, mais pas simple et pas évident à mettre en œuvre parce que c'est un travail de tous les jours dans une relation. Et justement, est-ce qu'on pourrait ouais, aborder cette question de la complexité? D'autant plus que si en fait, il y a deux niveaux de réponse. Il y a un premier niveau qui est, mais je laisserai peut-être en parler de celui-là, le lien entre coopération et complexité, au sens où ce qui est complexe, c'est ce qui est tissé ensemble. Et Oui. ça, peut-être que tu vas en parler. Moi, l'autre, ce qui me, la partie que j'aimerais explorer un peu, c'est le fait que pour réaliser notre travail, de repérer ce qui fait coopération et comment on nourrit le processus coopératif, nous n'aurions pas pu le faire sans nous outiller euh, comme corpus méthodologique de base de la pensée complexe développée par Edgar Morin. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans des schémas où on recherche des relations de cause à effet séquentielles, etc. Avec, par exemple, un exemple de ça, c'est la recherche de bonnes pratiques, la pratique qui permettrait de réussir, etc. Tant qu'on est dans ces schémas-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et comment se passe un environnement coopératif, parce qu'il est complexe par nature. Et donc, il ne faut pas chercher à le simplifier, il faut au contraire chercher à vivre dans cette complexité et se repérer dans cette complexité. Et c'est la pensée complexe d'Edgar Morin qui nous a permis de comprendre comment et pourquoi des gens qui font des choses apparemment similaires obtiennent des résultats radicalement différents, parfois réussis, parfois des échecs patents, et puis des gens qui font des choses radicalement différentes obtiennent parfois des résultats parfaitement similaires en termes d'ambition, parce qu'on n'est pas dans les relations très simplistes de recettes. On est dans, au contraire, quelque chose de beaucoup plus complexe. Et embrasser la complexité, c'est se donner les chances de vivre en coopération. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est que, bon, déjà, il y a souvent confusion entre complexité et compliqué. Et d'ailleurs, tu l'as posé au départ en disant, on a abordé pour l'instant la coopération comme quelque chose d'épanouissant, d'énergisant, etc. Donc, on pourrait se dire, c'est voilà. Et pourtant, ça demande à être mis au travail en permanence. Et donc, c'est complexe. Non, enfin, la complexité ne veut pas dire que c'est compliqué. Donc, c'est pas compliqué. C'est simplement changer de paradigme et comprendre que dans notre vie, dans nos vies, dans nos fonctionnements d'humains, nous sommes des êtres complexes dans un environnement complexe et dans un mot qu'on entend énormément aujourd'hui, à l'intérieur d'un système, étant nous-mêmes un système, c'est-à-dire que tout est système, tout est complexe. Complexe, c'est complexus, si on revient encore à l'étymologie des termes, et complexus, c'est ce qui est tissé ensemble, quelle que soit la nature de ce qui est tissé ensemble. Et, même dans notre corps, on a un muscle, le complexus, dans lequel passent les différents flux et qui ne sont pas véhiculés par une même sorte de tuyau, on va dire. Donc en nous-mêmes également, cette complexité existe. On est peut-être un peu handicapé aujourd'hui par le fait qu'on a beaucoup cloisonné, mis dans des cases. L'informatique ne nous aide pas non plus parce que c'est 1-0. Hein, Descartes est passé par là aussi. Descartes est passé par là et que
Alors Vivray dirait, on n'est pas des cerveaux sur pattes, mais c'est exactement ça. Et qu'on a besoin plus de conscientiser que d'apprendre, parce qu'en fait, nous sommes faits de complexité. Dans tout un tas de moments de nos vies, on trouve ça complètement normal d'absorber cette complexité. Et puis, dans les relations avec les autres, alors il y a tout un tas de choses qui nous rattrapent et on oublie que c'est la complexité. C'est l'acceptation finalement de laisser vivre la complexité qui va nous permettre de prendre soin des relations. Et donc, c'est vrai que ça a été extrêmement important pour nous déjà d'apprivoiser et de digérer la pensée complexe proposée par Edgar Morin pour la rendre finalement actionnable. Et là, on s'est rendu compte à quel point il y a certains changements de paradigme et certains fondamentaux qui sont essentiels dans la complexité. Et donc, la coopération, c'est une expression sociale de cette complexité. L'un des éléments que j'ai déjà donné, c'est que la coopération se passe entre personnes et qu'on ne peut pas réduire une personne à un rôle. Et donc, en permanence, il y a l'ensemble de ce que nous sommes, donc notre singularité, qui côtoie le pluriel, c'est-à-dire le nous, et le tout en permanence, en interaction également avec le milieu dans lequel nous sommes. Tu nous as fait démarrer tout à l'heure en disant quels sont quelques éléments de votre environnement. C'est tout à fait intéressant parce que en fait, ils influent sur notre manière d'être. Et donc, on ne peut pas dissocier le je du nous et du milieu dans lequel ça se produit. Et donc, laisser vivre la complexité, c'est une compétence. La coopération est une compétence liée à la complexité, puisque nous parlons avec toi, je parle avec Patrick, on parle avec tout un tas de gens. Chacun est différent, et c'est l'acceptation de ces différences, sans vouloir les gommer, qui va faire que la coopération va pouvoir réellement exister. Donc, c'est vivre cette complexité. Et aujourd'hui, on dit toujours « Ah, le monde est devenu plus complexe ». Non, le monde est complexe de fait. Oui, et on est dans un monde où, comme tu le disais, un peu imprégné de l'informatique, des automatismes, etc., où la nuance n'existe plus ou n'a plus sa place. Enfin, on a ce sentiment-là de plus en plus dans ce monde. Quand il y a une opinion, on est soit contre, soit pour. Enfin, alors que parfois, on peut naviguer entre le pour et le contre et chercher nous-mêmes en fait notre propre avis ou notre propre positionnement et qu'il est parfois pas si tranché que ça. Et donc, bah oui, voilà, on entend aussi la complexité en fait de tout ça. Et c'est parfois, j'ai envie d'ajouter la notion de temps parce qu'en fait, elle est aussi prégnante et importante dans la coopération. En fait, ça prend du temps. Il faut avoir le temps pour cette complexité, pour laisser place à cette complexité. Parce que le temps qui nous rattrape, qui nous presse, le chronos, peut avoir l'effet de nous pousser à simplifier les choses et à mettre les gens dans les cases. Et voilà. Et à perdre du temps. Et donc à perdre du temps. Oui, complètement. Parce qu'en fait, ce que tu disais dans cette entre-deux, on aime bien, il y a un gars qu'on avait rencontré qui a écrit un bouquin dont le titre est merveilleux. C'est dans l'entre-deux, la vie s'écrit. Et c'est ça, c'est un sujet, on est pour, on est contre, mais tant qu'on reste dans un truc univoque comme ça, on va pas vraiment progresser ni grandir. Par contre, quand on va commencer à explorer ce qui se passe entre les deux, là, on va découvrir un champ possible absolument incroyable. Et qui va faire qu'on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'on va être beaucoup, beaucoup plus juste. Donc, la question du temps, c'est pas que la coopération prend du temps. Moi, j'aimerais déconstruire cette idée parce que par certains côtés, elle permet d'aller beaucoup plus vite. La coopération nécessite un investissement en temps. Voilà.
Et il va y avoir un retour sur cet investissement, mais elle nécessite un investissement. Mais moi, je ne connais pas grand-chose qui ne nécessite pas d'investissement. Si on prend le parallèle, puisque c'est un des trucs qui nous a animés, ça, c'est on vit sous un dogme qui est que la concurrence produit du développement. La compétition produit du développement. C'est un dogme économique dans lequel on vit depuis plusieurs siècles, mais qui n'a jamais été prouvé. C'est dommage, hein. Ou même tout entrer à prouver. Mais eh bien, partant de ce principe-là, il y a plein d'organisations, mais des entreprises privées, mais aussi des territoires qui pensent et qui investissent beaucoup de temps et d'argent à développer leur stratégie de compétition ou de compétitivité, hein, d'attractivité, etc. C'est-à-dire que on investit parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer. Nous, enfin c'est pas nous, on observe et les mathématiciens démontrent que la coopération est un outil de développement aussi. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le fait de grandir, etc. etc. Mais quelles sont les entreprises, les associations, les collectivités qui développent, qui investissent du temps et de l'argent pour développer leur coopérativité, comme ils développeraient leur compétitivité? Très peu. Donc, évidemment, on a l'impression que ça prend du temps parce qu'on se trompe tout le temps, parce qu'on croit faire des trucs, on fait le contraire. Du coup, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Du coup, on se dit, ah là là, c'est compliqué. Et puis, tiens, et encore hier, on discutait avec quelqu'un qui nous a dit, on avait oublié une partie prenante, mais il nous avait pas dit qu'ils étaient là, ces gens-là. On a pris ça comme un coup de poignard dans le dos. Oui, alors, vous imaginez. Mais si on avait regardé le système et qu'on s'était dit comment on agit avec les acteurs de cet écosystème en coopération, on aurait été beaucoup plus vite. Donc, c'est juste passer du temps à un autre endroit que celui où on passe beaucoup de temps aujourd'hui. Oui, complètement. Du coup, j'avais quelque chose aussi qui vient de s'échapper. C'est pas grave, ça revient. J'ai envie de rebondir sur dans ce que tu dis, Patrick. J'entends on est souvent dans le faire et on oublie d'être dans l'être, en fait, et d'être dans la présence. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça? Mais bien sûr, bien sûr. Et l'un des éléments très importants, le premier fondamental pour nous de la coopération, quand Anne disait ce sont les personnes qui coopèrent, je suis plus que mes actions. Tu es plus que tes actions, bien évidemment. Et ce que Morin nous invite à faire dans la pensée complexe, et il a écrit là-dessus dans notamment, j'ai oublié le nom du bouquin exactement, mais son projet pour l'éducation, c'est à embrasser ce qu'il appelle la compréhension humaine des choses, et pas seulement la compréhension intellectuelle des choses. C'est-à-dire, et tant qu'on est uniquement dans la compréhension intellectuelle des choses, on ne va pas pouvoir atteindre ce niveau de présence dont tu parles, qui nécessite que ça n'est pas uniquement la compréhension humaine, mais c'est la compréhension relationnelle, la compréhension émotionnelle, etc. Tout ce qui nous constitue, tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Et c'est pas que nos pensées ni nos actions, c'est tous nos ressentis, etc. Donc la coopération, elle doit se passer à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est la joie, elle naît aussi de ce niveau-là, hein. C'est-à-dire la joie dont on parlait tout à l'heure, qui donne de l'énergie et donc des capacités à agir, etc. Elle n'est pas tellement quand même de notre compréhension intellectuelle des choses, hein. Elle naît de notre relationnel et de notre compréhension émotionnelle et du lien émotionnel qu'on va construire avec. C'est les émotions qui nous font mettre en mouvement, hein. Tu m'as appris ça, Anne, que émovere et mouvement, c'était la même racine. Les émotions sont ce qui nous met en mouvement. Donc, si on se contente du faire, du rationnel, du logique, etc., on se prive de ce qui nous met effectivement en mouvement. Du coup, alors ça rejoint effectivement cette compréhension humaine que nous invite à embrasser Edgar Morin en disant que si on ne rentre pas dans la compréhension humaine des choses, il y a une partie qui nous échappe. Et c'est ce qui a été aussi au cœur de notre décision de faire ce travail, c'est qu'on voyait bien à quel point il y a une grande partie des interrelations qui se passent de manière implicite. Et donc, implicite, c'est ce qui est entre les plis, c'est-à-dire que c'est là, c'est à l'œuvre, mais on ne s'en préoccupe pas.
Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi très souvent les signaux faibles. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait à même, dans notre compréhension humaine, qui englobe la compréhension intellectuelle, bien sûr, qui n'est pas à côté, hein, c'est-à-dire que la compréhension humaine englobe cette partie de notre tête, mais il y a tout le reste que l'on peut sentir, et c'est incroyable le nombre de fois où on s'entend dire « je le savais ». Eh bien, c'est ça qu'il faut apprendre à prendre en compte de suite. Si je reprends l'exemple qu'a donné Patrick là, dans la discussion qu'on a eue hier ou avant-hier sur ce collectif qui se dit bah oui, mais alors cet acteur qui nous manque, ils nous l'avaient pas dit, ils nous ont donné un coup de poignard dans le dos, etc. Il faudrait pouvoir s'arrêter juste à on n'a pas, il y a quelque chose qui nous a échappé. Et donc de quelle manière on peut en tenir compte et de quelle manière on reprend un peu de hauteur pour regarder de nouveau l'écosystème, pour s'assurer que voilà, ça prend pas beaucoup de temps, c'est extrêmement productif et très énergique. Or, 99% du temps, on ne va pas faire ça. On va passer beaucoup de temps à discuter et à juger, hein, ou à évaluer que ça aurait dû être comme ci, comme ça, etc. Donc on a besoin de réapprendre à utiliser les signaux faibles qui sont là. On a tout à notre disposition et donc à redévelopper cette compréhension humaine des choses qu'on sait faire dans certains domaines, hein, parce que c'est évident que si j'ai faim, les signaux, je vais en tenir compte. Mais le nombre de fois où on sent des choses et on balaye, vous voyez, on est fatigué, non mais c'est pas grave, voilà. Et ben, il faut apprendre à prendre des éléments au fur et à mesure où ils se présentent. Et donc cette compréhension humaine, elle est vraiment extrêmement importante dans la coopération. Et j'ajouterais, parce que tu parlais d'un mot qui est un très beau mot, qui est le mot de présence. Euh, euh, pour être présent, il faut être disponible. Ouais. La disponibilité, on a repéré, nous, 9 temps nécessaires à la coopération, qui sont des temps et pas des étapes. Hein. C'est pas d'abord ça, puis ça, puis ça. Non, c'est 9 temps. Le processus, il se nourrit de moments qui ont des intentions différentes et que l'on va construire de manière différente, qui ont une couleur différente, un usage, etc. L'un de ces 9 temps, c'est la disponibilité. Sans disponibilité, il n'y aura pas coopération, puisque sans disponibilité, c'est-à-dire sans vide, sans espace vide, que l'on va pouvoir remplir grâce à notre capacité à coopérer ensemble. Hein. C'est là qu'on crée. C'est quand il y a du vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a jamais de création. Il n'y a pas d'innovation dans les environnements qui n'ont pas de vide et pas de disponibilité. Donc, mais le faire, puisque tu disais faire et être, il y a plein de gens qui s'épuisent à faire et ils font tellement qu'il n'y a jamais cet espace de vide qui leur permet la disponibilité. Peut-être la première étape qu'on pourrait leur donner, leur premier conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de se dire arrêtez un instant de faire et regardez-vous faire. Se regarder faire, c'est déjà agir. C'est déjà se mettre dans une position où on se dit ah, peut-être que je pourrais faire autrement. Peut-être que je pourrais voir des choses que je n'ai pas vues, etc., etc. Donc, la question de la présence, de la disponibilité, elle est centrale et elle nous renvoie à un drame absolu aujourd'hui qui est que on supprime les temps de vide et on pense que les temps de vide sont inutiles. Or, les temps de vide sont les temps de création. La vie n'existe que par le vide. Hein. Et on dit souvent d'ailleurs que la nature a horreur du vide. En fait, elle va l'occuper, ce vide. Mais s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de nature. C'est une pratique que l'on a. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait que toutes les réunions soient sans agenda. Mais il est très intéressant dans un collectif d'avoir des réunions sans agenda. Nous, on pratique ça énormément et on a beaucoup de gens qui ont suivi nos travaux et qui s'en inspirent et qui reviennent vers nous en témoignant du caractère incroyablement fécond qu'a le fait de parfois réunir le collectif sans agenda. Ça veut dire que ce qui va se passer là, à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment
qui ne peut pas être prévu à l'avance, qui n'est pas écrit à l'avance, qui va donc être vraiment quelque chose de créatif, qui va permettre de faire émerger des choses essentielles qui n'auraient pas émergé si on avait eu un ordre du jour. Donc, je prends cet exemple parce que à un moment, on a des discussions qui peuvent sembler abstraites, et il est important de montrer que cultiver le vide, ça se cultive de manière hyper concrète. Dans nos réunions, se dire là, il y a un temps sans agenda. Qu'est-ce qui vous semble important dans ce temps-là de dire aux autres? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire parce que vous pensez que c'est important pour vous? Eh bien, essayez ça une fois. Vous verrez, il se passe toujours des choses merveilleuses et utiles. Je rebondis parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai expérimenté ça et je me suis, je le dis c'est valable pour un collectif, mais c'est valable pour l'individuel. Et je me suis aperçue que j'avais besoin, moi, dans mon agenda, je me bloquais des demi-journées par semaine, une demi-journée par semaine où je ne mettais rien, mais où il n'y avait aucun objectif, où c'est vraiment au moment où je démarrais cette demi-journée, qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant? Alors, des fois, c'est d'avancer sur un dossier parce que j'ai envie, parce que j'ai l'énergie, parce que j'ai les idées. Mais des fois, c'est juste, en fait, j'ai envie de rien faire, donc je me repose. Et je m'aperçois que si j'oublie de poser ce temps-là dans mon agenda, très vite, j'arrive à de la fatigue intellectuelle, émotionnelle, parce que je n'ai pas pris soin du vide en moi et de ce qui a besoin d'émerger. Et j'ai rempli les choses, mon agenda, les tâches, etc. Donc, c'est très inspirant parce que peut-être qu'on peut le faire peut-être plus facilement individuellement, mais collectivement, ça me paraît très intéressant. Et moi, dans mon expérience avant de faire le travail qu'on faisait, où j'étais dans les environnements très high-tech, entrepreneuriat, machin, etc., j'avais toujours, et où j'avais la responsabilité de conseil stratégique, donc mes clients, c'était des très grandes sociétés, des très gros comptes. J'ai toujours été marqué par la disponibilité qui, plus on montait dans la hiérarchie, plus elle était croissante. Et ça peut sembler contre-intuitif. On pourrait se dire, le grand patron de tel groupe, il n'est pas disponible. Ben, je peux vous dire que le grand patron de tel groupe, s'il y avait un sujet qui l'intéressait, il était capable de vous donner rendez-vous demain matin à 7h15. Parce que c'est des gens qui savent se rendre disponibles et c'est pour cela, sans doute, qu'ils réussissaient à faire ce qu'ils réussissaient. Donc, il faut vraiment contrer cette idée que c'est en faisant beaucoup qu'on peut... en fait, on peut se perdre en faisant trop. Et tu parles d'un sujet qui est au cœur de la coopération, parce que on a chacun à se poser la question de son rapport au vide. Comment je vis le vide? Est-ce que je peux concevoir le vide? Parce que s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de coopération, puisque c'est dans l'entre-deux que va naître, s'entretenir et se nourrir la coopération, et qu'elle devient féconde pour l'un comme pour l'autre, parce que on est dans réellement un dialogue qui n'est pas une conversation, parce que le dialogue, si on revient étymologiquement aussi au terme, c'est dia, qui n'est pas dit, c'est pas deux personnes qui se parlent, c'est dia à travers, donc c'est la parole qui traverse. Et donc, elle va traverser, et dans l'entre-deux va se produire des choses. Mais notre rapport au vide va être fondamental dans notre capacité à le vivre. Parce que si je ne supporte pas le vide, je laisse pas même un temps de silence. Si je supporte pas le vide, je remplis mon agenda en totalité. Je donne un ordre du jour où j'ai posé toutes les choses. Donc il y a quelque chose à cultiver et à apprendre. C'est à être très au clair toujours sur son intention. C'est-à-dire, si on se réunit, on n'a pas d'agenda, mais quelle est notre intention? Quelle est moi mon intention? Et tu l'as très bien exprimé avec ton exemple de demi-journée. Tu te poses la question, c'est quoi mon intention? Et donc, ensuite, tu vas apporter une réponse. Et c'est là que le dialogue commence à s'installer quand on est plusieurs. Si tu es seul, tu vas dialoguer avec toi-même quelque part. Hein, tu prends ton attention. Voilà. Donc, cette notion de vide, d'espace, d'entre-deux, elle est au cœur de la coopération. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est une composante de la complexité, qui est de pouvoir envisager
les dialogies. Alors le mot dialogie, il est compliqué parce que c'est un mot qu'a posé Edgar Morin, mais qui n'est pas dans le dictionnaire. Je pense qu'il va finir par y être un jour. Qui est que en permanence, on peut être face à, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que, et c'est toujours dans un contexte et une situation donnée. Parce qu'un des éléments qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de parler de manière un peu dans l'absolu. C'est-à-dire, on aborde le sujet, mais il est décontextualisé en permanence, donc on fait de l'échange d'idées. Mais c'est pas à cet endroit-là qu'on va coopérer. On va coopérer dans un contexte et une situation donnée en permanence. Et donc, l'exemple que donne souvent Edgar Morin, c'est l'ordre et le désordre. Ils cohabitent en permanence dans nos mondes, dans notre monde. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais de quelle manière, dans chaque moment, dans chaque situation et dans chaque contexte, on peut le voir à l'œuvre. Et donc, une dialogie, ce sont deux logiques qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être contradictoires, qui peuvent s'opposer. Et c'est dans l'entre-deux, dans un contexte donné, qu'un équilibre va se créer, une réponse va s'apporter. Et donc, si je ramène ça à la coopération, la coopération, c'est une compétence dialogique, puisque à minima, deux personnes sont deux logiques différentes. Et donc, c'est bien dans l'entre-deux que va naître quelque chose. Mais si on rentre dans la discussion, parce qu'on pense que moi, j'ai les bons arguments par rapport à l'autre, alors on va être dans un échange, une joute, en fait. Hein, on va essayer de convaincre. Donc, on rentre dans quelque chose qui est plus guerrier que coopératif. Donc cette notion de dialogie, elle est vraiment au cœur même de la complexité. Et si on regarde ça de manière très très simple, en permanence, nos vies sont faites de choix dans un contexte, pour s'habiller, pour manger, pour aller à un endroit, enfin peu importe, on est toujours entre deux éléments et c'est toujours dans l'espace que l'on va prendre une décision. Peut-être que, enfin, moi là, j'aurais envie de donner un exemple. Je ne sais pas si ça te convient, Claire. Oui, je pense que oui, ça pourrait être éclairant pour ceux qui nous écoutent. Parce que quand tout à l'heure je parlais d'abandonner cette pensée un peu scientifique, une cause, un effet, qui nous amène à définir des recettes et des bonnes pratiques, etc. La découverte de la possibilité dialogique, elle est absolument essentielle. Il y en a un et dans notre travail de repérage, donc de ce qui fait coopération, on a repéré 12 dialogiques qui traversent les collectifs coopératifs de manière permanente. Et il y en a une qu'on a implicitement évoquée un peu plus tôt dans l'échange. On a parlé de diversité. Oui. On a parlé de diversité en disant, si on a tous les mêmes valeurs, tous les mêmes objectifs, etc., notre truc, c'est plus une bande de potes qu'un projet coopératif, quoi, hein. Et d'autres pourraient dire, ah oui, mais quand même, il faut une certaine unité pour que le projet, sinon c'est le bazar, sinon chacun fait. Et ouais, on est là au cœur d'une des 12 dialogies qu'on a repérées entre diversité et unité. Et comme l'a dit Anne, c'est pas une discussion théorique sur c'est mieux la diversité ou c'est mieux l'unité, parce que les deux sont très bien, les deux peuvent être délétères. Hein, s'il y a trop d'unité, si on est obligé de rentrer dans le moule, alors quelle est la place de l'individu, de la liberté, etc. Voilà. Donc les deux sont utiles, les deux sont délétères, les deux sont complémentaires et en même temps ils sont contradictoires. Comment on fait pour vivre là-dedans? Eh ben c'est toujours dans le contexte. Je vous donne juste un petit exemple. Un jour, il y a assez longtemps, on avait rencontré une asso qui voulait être sur son territoire un arbre à projet. L'idée était que l'asso pouvait détecter l'émergence d'initiatives dans le village et puis aider les gens à réaliser le projet, etc. Et c'était super intéressant. Et donc, ils cultivaient cette diversité. Et le soir de notre arrivée, ils avaient décidé d'inviter les principaux adhérents de cette association à dîner. Et ils se sont rendus compte, en nous accueillant, qu'en fait, ils ne se connaissaient pas les uns les autres. C'est-à-dire que tout le monde connaissait le président et le trésorier, mais les porteurs des
les porteurs d'initiative ne s'étaient jamais rencontrés finalement. Donc, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils avaient cultivé l'arbre, les branches de l'arbre, mais pas le tronc. Et que peut-être que ça leur manquait. Vous voyez, c'est quelque chose de très spécifique dans un contexte donné, dans une situation. Toujours. Ils ont su nourrir la diversité, et à un moment, ils se disent, ah ouais, mais il faut quand même qu'on veille aussi à nourrir notre unité. Et il y a en permanence une danse, j'aime bien ce mot danse, danse, D-A-N-S-E, entre ces deux logiques, entre unité, diversité, pour arriver à faire vivre ce processus. Et c'est dans cette danse que va se nourrir le processus coopératif. Des dialogies comme ça, on en a repéré 12 dans le concept de maturité coopérative. Et du coup, ça fait juste le lien avec les signaux faibles, parce que on a tout un tas d'éléments dans l'environnement, dans l'écosystème, qui nous montrent quelles sont les logiques à l'œuvre. Et donc, de pouvoir et développer sa maturité coopérative, c'est apprendre à les voir et du coup à faire vivre dans l'espace, dans un contexte donné. C'est vrai aujourd'hui, ça sera peut-être pas vrai à un autre moment, mais un autre signal nous montrera qu'il faut faire évoluer ce que momentanément on a décidé de faire là pour cette situation-là. C'est passionnant tout ce qu'on se raconte. Je vois qu'il est déjà 11h10. Et pour expliquer le concept du vide, et ça fait complètement écho à ce qui vient de se passer depuis cette heure, c'est-à-dire que moi, j'ai encore du mal à travailler ma peur du vide. Donc, j'avais préparé au cas où un tas de questions que j'ai sous les yeux. Après, j'arrive de plus en plus à me laisser porter par ce qui se vit dans l'instant présent avec mes invités. Ouais. Et donc, on a cheminé ensemble pendant 1h à 1h10 sur plein de sujets très intéressants. Alors, des fois, on a traité presque la question que j'avais posée un peu avant, mais pas tout à fait pile dedans, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et il s'est passé quelque chose de très chouette. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, moi. Dans le documentaire Entre les plis, vous posez cette question et vous en parlez aussi dans vos supports, de prendre de la hauteur, de prendre l'image de la montgolfière. Et donc, j'ai envie de vous inviter, là, avant qu'on arrive à la fin de notre échange, à monter dans la montgolfière ensemble et à regarder ce qui s'est passé. Justement, j'ai commencé un peu à l'évoquer là, mais qu'est-ce que vous voyez là quand on prend la montgolfière ensemble? Alors, moi, je vois une expression de la complexité, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai rien préparé, j'ai laissé vivre ce que tu apporterais, laisser émerger ce qui émergerait. Et en fait, je vois un chemin de cette montgolfière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a cheminé ensemble sur ce chemin, et combien finalement la cohérence s'installe au fur et à mesure du chemin. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai vécu là pendant 1h10, tu dis. J'ai pas regardé ma montre, mais 1h10. Patrick, tu veux... Oui, moi je suis toujours agréablement surpris. C'est pas tout à fait ça que je voudrais dire. C'est pas agréablement appréciatif. Je suis toujours appréciatif de ce qui se passe quand ça n'est pas préparé. Je me dis qu'on passe beaucoup de temps à préparer des trucs qui, comme ils sont préparés à l'avance, ne sont pas forcément aussi justes que ce qui doit être quand c'est spontané. Effectivement, il y a plein de choses qu'on aurait pu dire sur maturité coopérative qu'on n'a pas dit. Et il y a plein de questions que tu avais peut-être préparées ou pressenties qu'on n'a pas traitées. Mais on a fait autre chose. Et c'est dans cet inattendu-là qu'il se passe des choses qui peuvent être intéressantes et qui nous font avancer. Sinon, on se raconte toujours les mêmes histoires. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a vécu ça et que c'est super tranquille. Et je pense que ça apporte des choses. Et puis, dans la montgolfière, j'ai aussi cette très intéressante expérience que tu nous as fait vivre au tout début, où je me dis, qu'est-ce que j'ai dit moi de Anne?
et qu'est-ce que Anne a dit de moi. Ça, c'est des choses. Alors là, pour le coup, c'était pas du tout pensé. Non. C'est des choses. Je sais pas si on avait déjà fait cet exercice. En tout cas, c'est vachement intéressant parce que je crois que ça nous invite encore à porter un regard différent et un regard différent sur nous-mêmes, sur l'autre, sur ce qu'on donne à voir, sur ce et voilà, moi de la montgolfière, je me dis cet espace-là, il a sa place dans un environnement coopératif. Oui. Il donne place à l'altérité d'une autre manière. C'est quelque chose que j'ai vécu de manière très intéressante aussi. Et c'est drôle si je laisse la montgolfière monter. Il y a une légèreté absolument incroyable voilà, qui m'habite. Et j'ai l'impression d'avoir vécu un moment d'humanité. Eh ben, je partage cette perception-là aussi, Anne, avec toi. Je me suis effectivement reconnectée à mon humanité. J'étais heureuse d'être accueillie telle que je suis aussi, telle que ce que je vous ai proposé. Voilà, c'est très... et c'est ce que je perçois beaucoup quand je suis en coopération. J'ai ce sentiment d'accueil de qui je suis, qui est extrêmement gratifiant, réjouissant, qui donne de la force aussi, parce que ça nous permet de nous ancrer. Et donc, oui, moi, dans la montgolfière, je vois aussi, pour moi, beaucoup d'inspiration pour mes pratiques professionnelles. Dans la facilitation, on a tendance à préparer des déroulés et à préparer plein de choses. Et ce que vous m'avez partagé aujourd'hui va m'interroger sur ma pratique. Voilà, je repars avec des choses. Voilà, je ne sais pas comment ça va prendre corps, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais je sais il y a des choses qui ont été semées et qui seront très intéressantes à l'explorer. Voilà, et de la montgolfière, ouais, je vois aussi que je progresse dans ma peur du vide et du lâcher-prise. Et donc c'est quelque chose qui me rend heureuse aussi de réussir à ça. Euh, Avant qu'on se dise au revoir, avec regret, parce que j'aurais aimé prolonger cet échange plus longtemps, est-ce qu'il y aurait, au-delà de tout ce dont vous avez parlé, hein, des livres d'Éloi Laurent, Edgar Morin, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, quelque chose que vous aimeriez conseiller, recommander pour les gens qui nous écoutent et qui seraient curieux sur cette thématique de la coopération? Moi, il y a quelque chose qui me vient. Alors, ça pourrait paraître assez éloigné, mais pour moi, c'est très, très au cœur. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le sens. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va permettre vraiment le dialogue et cette notion de vide et d'entre-deux, c'est que à cet endroit-là, ça laisse l'espace pour que chacun construise le sens que ça a pour lui. Et donc, on a dit que travailler sur le vide, c'était essentiel. Comprendre ce que c'est que construire le sens que ça a pour moi, et que le sens ne se donne pas, ça pour moi c'est fondamental. Donc il y a un livre que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup inspiré, c'est Viktor Frankl. Donc Victor avec un K et, euh, et Frankl KL aussi. Voilà, donc les gens peuvent aller découvrir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le sens et sur la thérapie par le sens. J'en dis pas plus, mais on pourrait dire que le pianiste, le film Le pianiste qui est très connu, s'inspire de l'histoire de Viktor Frankl et que donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Par exemple, je n'ai pas de piano, mais jouer du piano sans piano,
c'est sa capacité à donner du sens à ce que je suis en train de vivre de la manière dont que je suis en train de vivre et de la manière dont ça m'est donné à vivre. Voilà, donc cette notion de sens pour moi, elle est importante et elle est citée dans nos travaux parce que ça a été une des ressources dans mon cursus professionnel. Et moi, qui suis quelqu'un qui lit moins que Anne, j'ai pas envie de te répondre par un livre ou un ouvrage. On a une bibliographie sur nos travaux, sur les livres qui nous ont inspirés, et elle est accessible assez facilement sur notre site. J'ai envie de te répondre par un film que Anne et moi sommes allés voir il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois et demi, je sais plus. Ouais, 3 semaines. C'est un film qui nous a absolument bouleversés, qui est pour le coup un film de coopération et qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, et qui est ce film avec des acteurs mais fait comme si c'était un documentaire en fait sur ce que j'ai découvert qui s'appelle la justice restaurative, et sur cet espace de dialogue, alors pour le coup dialogue au sens de la parole qui traverse entre des victimes et des auteurs de méfaits, oui, de délits. Et ce film est, je trouve, est une ressource extraordinaire qui montre comment être capable de comment la coopération permet de grandir les individus et de restaurer des liens et donc de faire société. Pour moi, si on travaillait notre coopération, alors on serait dans un environnement de fraternité, ça vaudrait la peine. Mais ce film-là est merveilleux et il donne à voir que c'est possible. Et l'entre-deux et le vide. Et le sens que ça prend pour chacun. Complètement. Je ne peux que rajouter mon encouragement à aller le voir ou à le voir, parce que je suis allée également le voir au cinéma et j'en suis ressortie bouleversée et confortée dans mon intention de diffuser justement des éléments de compréhension de la coopération. Et donc oui, je suis... Et on retrouve dans le film énormément de choses qu'on a évoquées, c'est-à-dire la compréhension humaine et pas seulement la compréhension intellectuelle, la question du vide, la question de la dialogie. Enfin voilà, on retrouve énormément d'éléments de coopération qu'on a pu évoquer. Eh ben, un grand merci pour tout ce que vous avez partagé. Un grand merci à nous aussi pour ce moment que nous avons construit ensemble. Je mettrai évidemment dans la description du podcast le lien vers le site Instercop, tout sur le livret, sur le documentaire, que évidemment j'invite les gens à regarder si cet échange les a interrogés, les a rendus curieux. Donc ça s'appelle Entre les plis. J'ai perdu le nom du réalisateur, mais peut-être que Guy Baudon. Voilà. Je remettrai tout ça dans la description de l'épisode. Et vraiment encore un grand merci. Ce moment a été délicieux, on va le dire comme ça. Et je vous souhaite à vous deux une bonne continuation de votre journée et de votre semaine. Et pareil pour nos auditrices. Et puis à très bientôt. Oui, et merci à toi, Claire. Et merci pour cet accompagnement durant cette heure et demie, peut-être maintenant. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura donné envie d'insuffler et de vivre la coopération autour de vous, de tester des choses pour créer cet espace où la coopération peut émerger. Si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, de vous outiller pour insuffler l'esprit de coopération dans vos collectifs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Je l'envoie environ tous les 15 jours. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant le prochain épisode d'Esprit de coopération, prenez bien soin de vous.